Alors, je vous propose il est 13h32, donc je vous propose de commencer la session. Je vais laisser Philippe Nicot, qui est membre du comité scientifique d'orientation, recherche et innovation Ecophyto. Je vais lui laisser la main pour qu'il puisse introduire la session. Merci Sybille. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié aux micro-organismes comme défenseurs de la santé des plantes. Avant de faire place aux présentations scientifiques, je voudrais dire quelques mots sur le colloque et son contexte. Donc, c'est la diapo suivante, Sybille. Ce colloque consiste en une série de 9 webinaires hebdomadaires, dont nous avons aujourd'hui la deuxième session, et dont l'objet est de restituer et mettre en perspective les résultats de projets issus de 3 appels lancés depuis 2014 par l'axe recherche et innovation du plan Ecophyto. Ces appels à projets portaient sur la contribution à l'essor du biocontrôle, la résistance et les pesticides, et la mise au point de solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques dans les jardins, espaces végétalisés et infrastructures. L'animation, donc l'axe recherche et innovation du plan Ecophyto, je ne le vois pas, Sybille, je sais pas, voilà, merci, est copiloté par 4 ministères et s'appuie sur l'expertise d'un comité scientifique et d'orientation recherche-innovation qui comprend 45 membres présentant des domaines d'expertise très divers. Et cet axe a pour objectif de mobiliser et structurer les différentes communautés de recherche et innovation pour produire et pour améliorer les connaissances et les outils nécessaires pour atteindre les objectifs du plan Ecophyto. Donc, à ce jour, environ 150 projets de recherche ont été labellisés et pour un budget annuel d'environ 7 millions d'euros. Maintenant, ce deuxième séminaire, si on se focalise, voilà, ce deuxième webinaire va vous présenter les avancées de 4 projets sous forme de vidéo et nous aurons ensuite le témoignage de Bruno Lecam, qui est directeur de recherche INRAE. Et il y aura ensuite un petit moment d'échange avant la conclusion de ce séminaire. Un petit point technique sur la diapo suivante. Vous aurez la possibilité d'interagir avec les orateurs en posant des questions dans l'outil Q&R que vous voyez en bas de votre écran. Et ceci, je vous invite à le faire quand vous voulez, pendant chaque présentation ou juste après. Et je vous remercierai de réserver le chat, vous voyez le petit onglet discussion, pour signaler des soucis techniques éventuels ou si vous souhaitez apporter des éléments d'information complémentaires à partager avec tous. Et enfin, dernière information, le programme de l'ensemble des webinaires du colloque est disponible sur le site de Ecophyto PIC, dont vous pourrez voir le lien dans le chat. Sybille va le positionner là, elle l'a peut-être déjà fait d'ailleurs. Et puis, les vidéos qui vous seront présentées vont être accessibles sur la chaîne YouTube du colloque, dont vous pourrez aussi trouver le lien dans le chat. Et maintenant, donc, après cette petite introduction, on va regarder ensemble la première vidéo. Bonjour, je suis Marc Fermot et je vais vous présenter le projet Biotivigne qui a trait à la biotisation de plants de vigne en pépinière pour prévenir les maladies du bois. C'est un projet qui a duré donc entre juillet 2015 et fin 2017 avec le partenariat des sociétés Biovitis, qui est une société spécialisée en biotechnologie sur la production des micro-organismes et leur transformation notamment pour un usage agricole, et la société Mercier Frères, qui est une pépinière viticole
leader en France et très présente à l'international. Donc ce projet s'inscrit dans la crise viticole majeure qui est celle des dépérissements, qui est un déterminisme complexe puisqu'il y a des cortèges de champignons pathogènes qui sont impliqués, et on considère qu'il y a une implication possible des infections très précoces des jeunes plants dès la pépinière. L'enjeu réside dans le choix de la biotisation, ce qui est une méthode d'inoculation de jeunes plantes par micro-organismes pour améliorer la tolérance du végétal, notamment au stress biotique, donc aux attaques justement par des champignons pathogènes. La contribution aux enjeux d'écophyto du projet Biotivigne, c'est d'abord que la viticulture est très consommatrice d'intrants pesticides, et donc il n'est pas souhaitable d'augmenter les IFT. Et c'est pourquoi nous avons choisi le développement du biocontrôle, donc de la biotisation en pépinière contre les champignons pathogènes et maladies du bois. Ce process de biotisation des plants pourrait être générique, il est en tout cas innovant et il est potentiellement transférable à d'autres productions végétales. Le projet donc PSPE2 visait à fiabiliser la performance des méthodes et produits de biocontrôle, caractériser leurs effets relationnels et enrichir la gamme des méthodes et produits disponibles. L'originalité du projet réside dans le fait qu'on a sélectionné initialement des souches de biocontrôle qui proviennent toutes de vignes. Les modes d'action de ces souches de biocontrôle sont différentes. Il peut y avoir un effet éliciteur sur les systèmes de défense de la vigne, c'est le cas notamment de Pythium oligandrum, et il peut y avoir des effets antagonistes directs par antibiose sur ces champignons pathogènes, notamment avec les bactéries utilisées, Panthoea agglomerans. La stratégie de biotisation est originale parce qu'elle est très en amont de l'expression épidémique des maladies du bois au vignoble. Donc c'est un processus qui se fait durant la préparation des greffés soudés, mais l'expression des maladies du bois souvent se fait après 10-15 ans lorsque les vignes sont plantées au vignoble. On a pu montrer, donc comme premier résultat important, qu'il y a une survie long terme et une colonisation racinaire par Pythium oligandrum, qui est donc un agent de biocontrôle de type proche des champignons et proche des algues. La concentration de Pythium oligandrum donc, diminue au niveau des racines, mais va quand même perdurer pendant 80 jours après l'inoculation, notamment sur le porte-greffe 101-14. Les principaux résultats en termes d'efficacité, donc il s'agit ici d'avoir testé l'efficacité de ces agents de biocontrôle sur 2 pathogènes. Donc à gauche, c'est Neophusicoccum parvum, qui est un pathogène très important, et vous voyez qu'en 2015, comme en 2016, la barre verte de Pythium oligandrum, tout à fait à gauche, a pu atteindre 50 à 60% d'efficacité. La bactérie, donc, elle, juste après, au milieu, a pu atteindre 20 à 40% d'efficacité. Et enfin, l'association de la bactérie et de Pythium oligandrum a un résultat intermédiaire. C'est un petit peu moins bon que Pythium oligandrum, mais cette association a 30 à 50% d'efficacité. Pour un autre champignon pathogène, donc Phaemonella chlamydospora, en 2015 comme en 2016, Pythium oligandrum a permis de limiter les nécroses à raison de 39% d'efficacité. Pour ce qui est de l'effet du porte-greffe, c'est donc très important car c'était la première fois qu'on avait des essais avec des boutures greffées. Vous voyez à gauche donc le porte-greffe 114 et le porte-greffe SO4 sur lesquels on a des efficacités de 40 à 50% de Pythium oligandrum qui sont donc des bonnes efficacités de cet agent de biocontrôle. Et à droite, vous voyez ici que pour l'autre champignon, donc Neophusicoccum parvum, l'efficacité de Pythium oligandrum est aussi très bonne sur les 2 porte-greffes testés, avec 40 à 50% d'efficacité. La bactérie fait moins bien, avec 8 à 22% d'efficacité, et l'association, elle, est intermédiaire, avec environ 11 à donc 33% d'efficacité au maximum sur le porte-greffe 114. On peut donc résumer nos résultats de la façon suivante. Pythium oligandrum, cet oomycète est donc un agent de biocontrôle très prometteur contre les maladies du bois et de la vigne, et ce, dès la pépinière.
Il y a un maintien de cet agent de biocontrôle dans la rhizosphère sur de longues périodes, 2 à 3 mois. Nous avons des très bons niveaux de protection qui sont démontrés avec 2 porte-greffes qui sont parmi les plus utilisés dans le monde viticole, le 101-14 et le SO4. Et nous avons un intérêt démontré pour d'autres agents de biotisation, des bactéries antagonistes, mais avec un niveau moindre par rapport à Pythium oligandrum. Et enfin, résultat innovant et qui est intéressant, c'est que le cumul des différents agents de biotisation, donc quand on met à la fois Pythium oligandrum et la bactérie antagoniste, dans un même plan, nous n'avons pas induit de synergie qui augmenterait donc leur efficacité lorsqu'elles sont mises ensemble. En termes de valorisation et de transfert des résultats, donc les produits finaux en perspective, c'est avant tout donc sous forme d'AMM et même d'homologation, puisque la société Biovitis est donc sur ce dossier pour la souche de Pythium oligandrum que nous avons testé dans le projet Biotivigne. Du côté de la pépinière, Mercier, l'option est plutôt d'avoir une nouvelle gamme commerciale de plantes biotisées. En effet, la société Mercier a déjà une expérience avec ce type de produit, notamment par la biotisation avec Trichoderma. Enfin, comme perspective et travaux en cours, ce sont des travaux que l'on va reprendre actuellement. Donc, suite à ce projet, nous avions donc l'ambition de connaître l'impact de la colonisation, donc notamment de Pythium oligandrum, sur le microbiote bactérien du plant de vigne. Les travaux ont été faits donc, dans le cadre du projet Biotivigne par le séquençage Illumina donc, sur 170 échantillons qui venaient de ces essais en 2015 et 2016, et nous avons ciblé le microbiote bactérien. Les analyses bioinformatiques sont à venir, elles vont être faites grâce à un projet européen qui débute en ce moment, qui est le projet BBI-JU, Biobesticide, dans lequel donc la souche de Pythium oligandrum va être travaillée à l'échelle européenne. Bonjour à tous, je suis Olivier Zécry, je suis le responsable de la recherche et du développement au sein des pépinières Mercier. Et je viens ici témoigner de la suite du projet Biotivigne, un projet que nous avons mené avec l'INRA de Bordeaux et l'entreprise Biovitis. C'était pour dire que ce projet continue et qu'aujourd'hui il est intégré dans un projet européen, Horizon 2020, qui s'appelle Biobesticide. Et il y a une dizaine de partenaires européens qui essayent de valider l'efficacité de produits formulés à base de Pythium oligandrum au vignoble, mais aussi sur d'autres cultures. Donc l'idée, c'est vraiment de faire passer le produit Pythium oligandrum, qui était à l'époque du projet Biotivigne à un niveau de maturité technologique TRL 4 à peu près, à un niveau de maturité technologique TRL 7, TRL 8, c'est-à-dire quasiment prêt à être positionné sur le marché. Donc voilà, c'était pour dire que ce projet continuait et qu'il était sur la bonne voie pour pouvoir rejoindre le marché dans les années à venir. Merci. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez ici donc quelques références bibliographiques et le site web qui récapitulait aussi nos principaux résultats. Voilà, donc il y a quelques questions dans la rubrique questions-réponses qui ont été posées. Je vais peut-être les reprendre et Marc, si tu veux répondre. Donc, il y avait une question sur l'efficacité. Quand vous parlez d'efficacité de 39 ou 50%, cela signifie-t-il que les plants sont intégralement protégés du pathogène ou que le pathogène se développe moins? Oui, bon, merci pour les questions. Oui, en effet, c'est une bonne question. On est sur une protection en termes de baisse de la symptomatologie, c'est-à-dire que les symptômes dans le plant de vigne sont réduits, et cette baisse de symptômes est en fait une traduction de la baisse de colonisation par le pathogène à cause des agents de biocontrôle. Donc, on est sur la notion d'un pathogène qui se développe moins. On n'est pas sur une notion d'un pathogène qui soit totalement stoppé par l'agent de biocontrôle.
Merci. Alors, il y a quelques questions qui portent sur les mécanismes. Donc, je vais essayer de résumer. Il y en a plusieurs. En particulier sur les résultats que vous avez obtenus en termes de synergie ou d'absence de synergie, donc entre Pythium oligandrum et la bactérie que vous avez testée. Donc, est-ce que vous avez des hypothèses? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Quels sont les mécanismes impliqués? Et puis, quelqu'un demandait quid d'une association Pythium oligandrum plus Trichoderma. Voilà, si tu peux essayer de globaliser ça. Oui, alors d'abord un peu sur les mécanismes quand même, parce que c'est important, on les connaît. Le Pythium oligandrum est en fait un organisme qui est reconnu par la plante un petit peu comme un agent de mycorhisation et aussi comme un agresseur. Donc le premier mode d'action de Pythium oligandrum, c'est l'activation des défenses de la plante. Donc la vigne va avoir un certain nombre de gènes de défense qui sont induits, avec des effets de priming aussi, qui est un effet que quand le pathogène arrive, grâce à la préparation qu'a faite l'agent de biotisation, le pathogène est donc contrecarré par les défenses de la vigne. Donc ça, ce sont des défenses à distance. Le Pythium oligandrum est au niveau des racines et il permet comme ça de protéger les parties aériennes de la vigne. Pour les bactéries, c'est très différent. Les bactéries, en effet, elles partagent la niche de l'agent pathogène, elles sont dans les parties aériennes et elles sont donc avec des mécanismes de compétition et d'antibiose. Donc, on avait des agents de biocontrôle qui pouvaient se complémenter, dont les mécanismes d'action étaient tout à fait intéressants pour être complémentaires. Et c'est pour ça qu'on les a associés. Alors, le résultat qu'on a eu du manque de synergie, c'est un résultat important parce que dans la bibliographie, la littérature générale scientifique, quelquefois il est fait mention de synergie, quelquefois il est fait mention d'effets additifs, mais il est aussi fait très souvent mention d'aucun effet de ce type-là, c'est-à-dire ni de synergie, ni d'effet additif. Donc je pense que c'est une chose importante. On a eu en effet dans ce projet Biotivigne l'absence d'effet de synergie, mais c'est peut-être quelque chose d'assez général. Et l'idée que beaucoup de gens partagent, va y avoir de la synergie entre les agents de contrôle, va y avoir des effets additifs, ce n'est pas du tout une évidence globale, c'est à travailler au cas par cas. Voilà. Pour l'association avec le trichoderma, j'allais dire, chaque association mérite d'être travaillée en tant que telle. Je pense qu'il n'y a pas de… Ce que je viens de dire à l'instant montre qu'il n'y a pas d'idée générale non plus. Donc, je pense qu'il faudrait les travailler. On n'a pas fait de ce type d'association avec trichoderma, qui est par ailleurs un agent de biocontrôle des maladies du bois, qui donne lieu à des produits homologués actuellement sur vigne. Merci Marc. Sybille, on a le temps pour une ou deux questions supplémentaires? Une question, il reste 1 minute. Ok. Alors, peut-être il y a une question un petit peu globale sur les problèmes qu'on peut rencontrer dans un modèle d'étude comme le vôtre, Marc. C'est une maladie qui se déclare longtemps après la plantation et du coup, voilà, quelles limites ça implique sur les résultats, enfin, sur la portée des résultats, les perspectives, etc. Alors, c'est vrai que ça, c'est un enjeu majeur. On a une biotisation qui se fait en pépinière et l'expression des maladies du bois se fait au bout de 10 ou 15 ans au vignoble. On a donc un décalage très important. Et là, le choix de l'agent de biotisation Pythium oligandrum, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un agent qui est à la limite de la mycorhisation et de l'agent pathogène. C'est-à-dire qu'il pénètre un petit peu dans les racines, il s'y installe, il est reconnu à la fois comme ami et ennemi, et il a un statut à ce niveau-là qui lui permet quand même de se maintenir, d'être en équilibre avec la plante, mais la plante, grâce à ses défenses, justement, arrive aussi un peu à l'éliminer. Entendu, il n'est pas comme les autres Pythiacées, il n'a pas ce statut de pathogène absolument très, très important. Et ce statut intermédiaire, c'est peut-être, enfin pour moi en tout cas, un bon choix pour justement que la plante soit accompagnée sur le long terme, sachant qu'elle a cet individu, on va dire, qui va vivre avec elle dans ses racines quand même. Il y a des capacités pour le Pythium oligandrum de rentrer dans les racines, mais en même temps d'en être à la fois un petit peu chassé, la plante le tolère
mais en même temps ne le laisse pas être envahi comme par un agresseur. Donc c'est un statut qui peut, à mon avis, donner lieu à des relations de long terme, et il y a un projet actuellement européen qui va tester justement la viabilité de Pythium oligodendron dans les racines, la persistance, et ceci au champ, donc dans les conditions donc, de la rhizosphère au vignoble. Merci beaucoup, Marc. Je vois qu'il y a encore de nombreuses questions très, très intéressantes dans l'onglet. Si tu veux, je te laisse répondre à ces questions-là par écrit. Tout à fait. Voilà. Et éventuellement, j'espère que tout le monde pourra voir les réponses aux questions. Hein. Et donc, on va passer à la vidéo suivante. Et je vous incite, si vous le souhaitez, à poser vos questions à mesure que la vidéo se déroule. Comme ça, on a une meilleure idée des questions qui vont arriver. Bonjour à tous, je suis Marie-Chave et j'ai le plaisir de vous présenter le projet systémique conception de systèmes de culture basés sur l'utilisation de la mycorhisation pour le biocontrôle des bioagresseurs telluriques de la tomate. Alors c'est un projet qui a été soutenu par l'appel PSPE2, contribuer à l'essor du biocontrôle. Il a impliqué 5 équipes INRAE en métropole et aux Antilles et a impliqué également l'Université des Antilles. On pourrait résumer très grossièrement la problématique par la question suivante. Est-ce que les mycorhizes représentent une solution pour réduire le recours aux produits phytosanitaires? Alors, je vais commencer rapidement par présenter les mycorhizes. Les mycorhizes, ce sont des symbioses entre les racines des plantes et des filaments de champignons mycorhiziens que vous voyez ici en train de pénétrer une racine pour pouvoir échanger des ressources, donc des sucres pour le champignon et différents nutriments pour la plante. Alors, ces filaments constituent des réseaux d'échange entre les plantes et le sol, mais aussi entre les plantes elles-mêmes. Alors, il faut noter, bien avoir en tête que 80% des plantes sont capables de mycorhizer et que la majorité des sols contient des spores de champignons mycorhiziens qu'on dit champignons indigènes. Quelques éléments de contexte socio-économique d'abord. Donc on constate une offre croissante de produits à base de mycorhizes ces 10 dernières années, avec une forte demande d'expertise, et c'est cette demande d'expertise qui a été à l'origine du projet systémique. Sur le plan scientifique, de très nombreux travaux sur le potentiel des mycorhizes, mais aussi des controverses autour de leur efficacité, en particulier autour de l'efficacité des mycorhizes inoculées, donc les mycorhizes introduites, mycorhizes du commerce. À noter que pour ce qui est de l'effet bioprotecteur, donc il est largement démontré en conditions contrôlées, mais peu exploité au champ. Pour ce qui est du contexte réglementaire, on a une dizaine de produits homologués en tant que matière fertilisante ou support de culture en France, et la réglementation est en cours d'évolution. Globalement, on est dans un contexte de complexité des processus, on vient de le voir, et également d'incertitude quant à l'efficacité et l'action des mycorhizes. L'objectif du projet systémique était de contribuer à l'apprentissage collectif, à la co-conception et à l'évaluation de stratégies innovantes de mobilisation des mycorhizes dans un objectif de biocontrôle des bioagresseurs telluriques en système de culture maraîcher, tempérés et tropicaux. Alors pour cela, nous avons mis en œuvre une démarche participative en nous appuyant sur le cadre théorique de la conception innovante. Nous avons produit et mobilisé des objets intermédiaires. Donc ici, vous voyez le dispositif Mimix, qui est un outil pour l'apprentissage et la co-construction de connaissances sur les interactions plantes-biodiversité du sol. Donc ce dispositif a été mobilisé dans le cadre d'ateliers qui ont réuni une 50aine d'agriculteurs en métropole et aux Antilles. Nous avons également mis en place des expérimentations multisites, mais je ne vais pas en parler dans cette présentation.
Pour les résultats finaux, nous avons choisi de faire un focus sur la démarche générique que nous avons développée et que nous avons illustrée sur l'exemple des mycorhizes. Alors cette démarche, elle vise la co-conception de systèmes de culture qui valorisent la biodiversité et elle peut s'appliquer à d'autres types de régulations naturelles que les mycorhizes. Alors je pense par exemple aux régulations permises par les prédateurs, les parasitoïdes, les ravageurs par exemple. Alors, faute de temps, je vais simplement citer les 5 principes et illustrer le premier. Alors, le premier principe, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles, explorer un large éventail de concepts et de solutions. Deuxième principe, pour développer ce type de démarche, adopter un raisonnement systémique est vraiment nécessaire. Troisième point, mettre en œuvre une démarche située qui permet d'hybrider des connaissances scientifiques mais aussi des connaissances locales. Quatrième principe, orienter la démarche vers l'action avec des expérimentations multisites par exemple. Et cinquième principe, s'investir dans une dynamique d'amélioration continue qui peut s'appuyer par exemple sur des communautés apprenantes. J'en dirai 2 mots en fin de présentation. Alors pour rapidement illustrer le premier principe, donc on a vu dans le contexte initialement une solution qui était proposée aux agriculteurs pour valoriser les mycorhizes, acheter des produits disponibles dans le commerce. Et un de nos principaux résultats, c'est d'avoir pu ouvrir le champ des possibles à de nombreuses solutions alternatives. Donc ici, ce sont des exemples de propositions qui ont été formulées par les agriculteurs suite aux ateliers de co-conception Mimix. Donc il faut noter que finalement, l'achat de mycorhizes du commerce ne représente que 2% des propositions des agriculteurs et que les 98 autres pourcents sont constitués de propositions pour valoriser les champignons mycorhiziens indigènes qui sont naturellement présents dans leur champ. Je vous laisse écouter quelques réactions à chaud d'agriculteurs du réseau Défi Ferme de Guadeloupe qui venaient participer aux ateliers Mimix. J'étais déjà sensibilisé aux mycorhizes depuis déjà plus d'une dizaine d'années par mon activité dans le compostage. Ça m'a quand même apporté certaines précisions que je n'avais pas, à savoir que toutes les plantes ne peuvent pas développer des mycorhizes et aussi que les plantes pouvaient, grâce aux mycorhizes, s'interconnecter entre elles. Les principales manières de faire évoluer la plante avec les mycorhizes, moi je le faisais déjà. On travaillait avec les mycorhizes sans le savoir. Le terme on ne le connaissait pas mais on le faisait. Ça va me conforter, pas de labo profond. L'association des plantes à mycorhizes. Quand je plante de la tomate, entre les rangs, je mets de la laitue. Quand je plante la canne, je mets de la pastèque dedans. Le sol, il est vivant, il faut le protéger. Il faut protéger ce qu'il y a dedans si on veut continuer à travailler et pouvoir faire de l'agriculture. Et maintenant, on retraverse l'Atlantique pour le témoignage de François Hérissou. Je suis chargé de mission à la Chambre d'agriculture de la Dordogne et j'accompagne des groupes d'agriculteurs en grande culture, en polyculture élevage, en maraîchage, sur les changements de pratiques où les sols, où le fonctionnement des sols est au centre des processus de production. Alors ces orientations s'organisent autour surtout de la microbiologie des sols et notamment des symbioses mycorhiziennes. Et cette dimension-là est un vecteur très intéressant et très important pour initier des processus de changement. Et donc j'ai trouvé dans l'action systémique, dans le projet systémique, vraiment un lieu de réflexion opérationnelle pour mettre en œuvre ces systèmes-là et justement expliciter un peu tout ce qui se passe autour de ça, et notamment à partir des symbioses mycorhiziennes. Et je dois dire aussi que j'ai été coordonnateur et animateur d'un projet qui s'appelle MycoAgra, destiné à sensibiliser vraiment le monde agricole à l'importance des mycorhizes pour l'avenir des cultures. Donc le projet systémique explique très bien comment il faut s'appuyer sur une multiplicité de facteurs. Et cette multiplicité, moi je la retrouve dans les processus qu'on initie, et notamment la couverture permanente des sols, les couverts végétaux en interculture, les associations de culture, les rotations de culture bien sûr, le travail minimum du sol et l'introduction massive des légumineuses et la structure de sol notamment avec les taux de matière organique. Et les symbioses mycorhiziennes sont vraiment à l'interface de tout ça et je pense que l'interaction de tous ces facteurs-là est très intéressante justement pour initier des processus de changement que porte notamment le projet systémique.
Je crois que ce témoignage de François Hérissoul illustre bien les contributions du projet systémique aux enjeux d'éco-phyto, donc il s'inscrit vraiment dans le volet 1, faciliter l'utilisation par les agriculteurs des solutions de biocontrôle. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que dans un contexte un contexte de complexité et d'incertitude, donc tel que celui des régulations naturelles, des solutions de biocontrôle et plus globalement de la transition agroécologique, on a besoin de produire et surtout de partager une diversité de ressources, que ce soit des connaissances, des outils, mais aussi des démarches, pour vraiment accompagner les acteurs du changement et leur permettre de co-concevoir et de piloter leur système. J'en profite pour illustrer l'importance d'accompagner les acteurs du changement. Donc, nous avons engagé un travail de reconception du dispositif Mimix par et pour de nouveaux usages, en particulier pour l'enseignement agricole. Alors, c'est l'occasion de partager de courts extraits de l'intervention de Jean-Robert Morouval, donc, qui est enseignant en agronomie et inspecteur à la DGER et qui a mobilisé ce dispositif avec les étudiants. Les enseignants se sont appropriés le dispositif en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs ressources, en fonction de ce qu'ils voulaient faire d'un point de vue pédagogique. L'intérêt de ce dispositif, c'est que ça permet d'interroger les pratiques pédagogiques. Parce qu'évidemment, nous, en tant que profs, si vous voulez, on n'est pas sur une approche descendante. La mycorhisation, c'est bien, c'est pas bien. On est sur une approche où les étudiants vont être amenés à confronter leurs points de vue entre eux. Donc, on interroge les pratiques pédagogiques. Simultanément, on interroge les pratiques agronomiques, les pratiques agricoles. Et au-delà, on interroge aussi le rapport au savoir. Puisque la mycorhisation est quelque chose qui n'est pas visible, c'est pas comme les vers de terre. Les vers de terre, on les voit. Les mycorhizes, ça ne se voit pas. Et donc, interroger le rapport au savoir dans la mesure où on va imaginer des systèmes de culture qui vont intégrer cette dimension mycorhisation pour être améliorés, reconçus. Et donc, on va déléguer, si vous voulez, à la nature et aux vivants un certain nombre de fonctions qu'initialement, on prenait en charge, par intermédiaire, par exemple, de la fertilisation. Ceci dit, le fait qu'ils intègrent les mycorhizes dans le raisonnement agronomique et la conception de système de culture, de mon point de vue, l'objectif est atteint, puisque, si vous voulez, c'est quand même une chose qui permet d'accompagner le changement, d'intégrer d'autres manières de produire, puisqu'on va mobiliser les processus agroécologiques. Je vais conclure sur les perspectives de recherche. Donc, dans le cadre de Systémique, nous avons initié des travaux sur la conception et l'évaluation de stratégies innovantes de mycorhisation à partir de champignons mycorhiziens indigènes. Et ces travaux, nous les poursuivons aujourd'hui. Merci Marie pour cette présentation et cette expérience qui paraît vraiment fantastique. Alors il y a quelques questions dans le chat. Une question, une colle. Est-ce que tu aimerais définir pour nous la démarche systémique? Alors, c'est vrai qu'en quelques minutes, c'est un petit peu difficile. Hein. C'est vraiment ces 5 grands principes dont j'ai présenté que le premier, finalement. Donc, premier principe, ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire pour l'exemple des mycorhizes, on avait une solution et on a élargi. Finalement, on s'est demandé comment collectivement on peut identifier des pratiques agricoles qui permettent d'ouvrir le champ des possibles et aussi donc de valoriser les mycorhizes au champ. Deuxième élément, c'est de se positionner dans une approche système. Je ne l'ai pas développée, mais l'approche système, on n'est plus dans un cadre où on a un problème, une solution, hein, mais plusieurs problèmes et plusieurs solutions. Et c'est la combinaison des solutions qui va permettre de répondre à la combinaison des problèmes. Donc ça, c'est le deuxième principe, l'approche système. Une approche située, donc qui, grâce aux interactions avec les acteurs locaux, permet d'identifier des pratiques aussi locales, hein, vraiment d'hybrider les connaissances locales. Je crois que les agriculteurs l'ont dit, finalement, il y a plein de choses qu'ils faisaient déjà, eux-mêmes avaient connaissance de telle ou telle plante associée à telle autre. Voilà, donc vraiment profiter aussi, bénéficier des savoirs locaux. Le quatrième principe, bien sûr, il est d'orienter vers l'action. On est dans un cadre de complexité, d'incertitude. Il y a qu'en faisant des expérimentations au champ qu'on va pouvoir avoir des réponses, mais elles ne seront peut-être pas génériques, ces réponses. Voilà, et puis la
la démarche d'amélioration continue. Quand je parlais de communauté apprenante, c'est vraiment de continuer à travailler avec des gens comme les conseillers agricoles ou les enseignants qui vont permettre aussi de confronter les connaissances et d'identifier des solutions, de les mettre en œuvre et de les valider dans leur propre contexte. Voilà un petit peu la démarche. Merci Marie. Il y avait une question sur l'impact des ateliers, mais je vais en glisser une. Enfin, c'est une question sur l'impact à plus long terme. Moi, j'ai une question sur l'impact peut-être à court terme. Est-ce que un grand nombre des agriculteurs qui ont participé aux ateliers ont ensuite mis en application des pratiques pour favoriser les mycorhizes? Et est-ce qu'ils ont pu constater une meilleure gestion ou une gestion plus facile de la santé de leurs tomates après? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est allé faire des enquêtes chez tous les agriculteurs qui avaient assisté aux ateliers, donc les 50 agriculteurs. Mais on a fait des enquêtes à peu près 2 mois, de l'ordre de 2 à 3 mois après les ateliers, donc pour voir les connaissances qui avaient été retenues, mais aussi justement ce qui était mis en pratique. Donc, on a été surpris de voir à quel point beaucoup avaient mis en pratique. Donc, sur un petit morceau de parcelle, ils avaient associé des plantes, des fois même en pot. Ils avaient fait des associations, oignons, tomates par exemple, enfin cives ici aux Antilles. Certains avaient récupéré aussi leurs racines de poireaux pour les associer au terreau de semis par la suite. Donc, 2 mois après, on a été surpris de la mise en action, on va dire. C'est pour ça qu'on l'a retenu dans la démarche. Par contre, on n'a pas eu à plus long terme, ce qui a été fait, c'est le montage de projets. Donc, en Martinique, par exemple, il y a le projet Cabiosol, donc, qui a été soutenu dans le cadre du défi XP, qui a pour objectif de valider chez les agriculteurs différentes associations, rotation de culture de plantes mycorhizotrophes, mais on n'a pas pu le faire partout. On n'a pas pu le faire sur tous les terrains, sachant qu'on avait quand même Guadeloupe, Martinique, Guyane et Provence. Voilà. En Guyane aussi, il y a eu des essais multisites chez 3 agriculteurs avec vraiment un suivi de l'association Biosavane qui a refait aussi eux-mêmes leurs propres ateliers, suite aux ateliers qu'on avait fait ensemble. Ils ont refait leurs propres ateliers pour partager les résultats des agriculteurs. Alors, tu es des amateurs du dispositif Mix, donc je te laisserai répondre après, si tu veux, aux personnes intéressées. 2 questions techniques, une sur le labour, est-ce que c'est une pratique à proscrire? Et une autre question technique, comment s'assurer de la présence de champignons mycorhiziens en activité dans une parcelle de production maraîchère, par exemple? Alors, pour la deuxième question, on identifie les champignons, soit par tamisage, on récupère les spores, mais on ne sait pas s'ils sont actifs et s'ils sont capables de créer les symbioses. Sinon, on regarde tout simplement les plantes ou on met des plantes pièges pour regarder au niveau des racines si on observe de la mycorhisation. Donc, ça c'est pour la deuxième question. Pour la première question, le labour, alors c'est vraiment ça qui est mis en discussion, c'est-à-dire que quand on fait les ateliers, on n'est pas là, enfin l'idée c'est que les agriculteurs ont des cartes, ont des options, mais après c'est pas de leur dire il faut arrêter le labour. Pour certains et pour de très nombreux, c'est impossible. Donc c'est vraiment de se mettre dans une dynamique de réflexion, de partage, et certains ont pu dire moi je peux pas changer mes pratiques de travail du sol, et puis en discutant avec d'autres agriculteurs, finalement ils se rendent compte, mais c'est souvent d'autres agriculteurs qui donnent les réponses ou qui proposent des choses que eux-mêmes ont testées, mais c'est pas nous qui disons il faut ou il faut pas, quoi. Il y a différentes possibilités, mais bien sûr tout le monde a ses propres contraintes, et les freins ils sont vraiment levés par la discussion collective, par la réflexion sur le lien entre processus du vivant qu'on peut comprendre et voir sur le plateau de jeu par exemple, et les pratiques qui sont associées. Et peut-être du coup une dernière question, si Sybille acquiesce. Une question, ouais. Du coup, un retour sur l'impact. Est-ce que du coup ça vaudrait le coup de réenquêter un petit peu plus tard les 50 agriculteurs? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu de faire? On n'a pas prévu de le faire, non, parce que là actuellement, comme je disais, on est sur la dynamique plus d'expérimentation,
valorisation des mycorhizes indigènes. Aujourd'hui, on a vu que c'était vraiment un enjeu fort de pouvoir valoriser ces mycorhizes indigènes. Est-ce qu'on peut concevoir des dispositifs innovants qui permettent de les valoriser? Donc, on est sur cette réflexion-là, plus à l'échelle expérimentale, en interaction avec les agriculteurs. Et sur un autre point, donc sur les aspects de transfert et de reconception d'outils pour la réflexion autour de la vie du sol. On n'a pas, non, mais ce serait une idée. Ce serait une idée, vraiment, les 50, je pense qu'ils seraient vraiment partants pour savoir où ils en sont, ce qu'ils en ont retiré. Oui, c'est une idée, mais on n'a pas suivi. Merci. Et je vois qu'il y a encore des questions, du coup, je te laisse répondre dans le chat. Oui, merci Philippe, merci à tous. On va passer à la vidéo suivante. Bonjour à tous, je suis Thomas Guillemette, je suis membre de l'Institut de recherche en horticulture et semences qui est basé à Angers et je suis le porteur du projet Nabucco que je vais vous présenter maintenant. Donc, il répondait à l'appel à projet pour et sur le plan éco-phyto et il est le fruit du travail de plusieurs collaborateurs, à commencer par l'entreprise Agroxine by Le Saf, qui est une entreprise dédiée aux biosolutions en production végétale. Est également intervenue dans ce projet l'équipe Mère Molécules Santé de l'Université de Nantes, ainsi que donc mon institut, l'IRHS à Angers. À noter que le centre R&D de Végépolis Innovation a également participé à ce projet en tant que prestataire de services. La nécessité d'optimiser la productivité et la qualité des produits agricoles, tout en maîtrisant l'empreinte écologique, amène à des changements importants des pratiques agricoles. Ainsi, ces 15 dernières années ont vu la mise en place de mesures au niveau national, mais aussi international, qui visent à réduire l'utilisation d'intrants chimiques conventionnels et encouragent une utilisation croissante d'agents de biocontrôle. Ces agents de biocontrôle ne représentent cependant encore qu'une portion très modeste du marché mondial de la protection des plantes. Dans la gamme disponible de produits de biocontrôle figurent notamment les micro-organismes, principalement des champignons, bactéries ou virus, ainsi que des substances d'origine microbienne. Globalement, la moitié des produits commerciaux d'origine microbienne ciblent des insectes et nématodes ravageurs de culture, alors que l'autre moitié vise la protection contre les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire provoquées par les mycètes ou les zoomycètes. Parmi les mycètes utilisés en tant qu'agents de biocontrôle figurent des membres du genre Trichoderma. Il s'agit de mycètes ubiquitaires formant des colonies à croissance rapide et produisant abondamment des spores, généralement sphériques, comme vous pouvez le voir ici. Leur mode d'action antagoniste repose principalement sur 3 mécanismes. Tout d'abord l'antibiose, qui correspond à une inhibition à distance des agents phytopathogènes par l'intermédiaire de métabolites. Deuxièmement, le mycoparasitisme. Dans ce cas, Trichoderma entre en contact avec le champignon phytopathogène ciblé et le parasite en formant des structures d'enroulement caractéristiques. Enfin, certains Trichoderma ont aussi la capacité à induire la résistance systémique induite chez les plantes qui permet de protéger globalement la plante de l'attaque d'agents pathogènes. Ces trichodermas constituent ainsi le principe actif de plus de 60% des biofongicides commercialisés au niveau mondial et une quinzaine de produits à base de trichoderma sont homologués en France en tant que produits phytosanitaires, principalement pour leur activité fongicide, en traitement des sols et des semences. Alors que le genre Trichoderma compte plusieurs centaines d'espèces à ce jour, il est intéressant de constater que la quinzaine de produits commercialisés à ce jour en France n'est basée que sur l'emploi de 4 espèces et de seulement une dizaine de souches distinctes. Le constat est donc que la biodiversité des trichodermas est très loin d'avoir été explorée en profondeur pour leur potentiel en protection des cultures. Ce constat est d'autant plus criant que les capacités antagonistes peuvent être aussi variables à l'intérieur d'une même espèce de trichoderma. On a donc tout intérêt d'examiner un grand nombre de souches pour trouver les meilleurs candidats pour le contrôle des maladies fongiques.
Le milieu marin recèle une incroyable biodiversité microbienne synthétisant des molécules aux propriétés biologiques diverses. Et cette biodiversité a été à ce jour peu exploitée dans le domaine de la protection des cultures. La collection fongique marine du laboratoire MMS comprend plus de 900 souches isolées de zones conchilicoles atlantiques. Elle regroupe différents genres de mycètes et notamment une centaine de souches de trichoderma. Elle constitue donc une bioressource originale et unique en France pour la recherche de nouveaux agents de biocontrôle. En effet, même si de nombreux champignons marins sont originaires du milieu terrestre, ils se sont acclimatés aux conditions de vie marine. En particulier, leur métabolome est souvent différent de celui de leur homologue terrestre. Ainsi, ils pourraient présenter des activités biologiques originales et valorisables dans de nombreux domaines et en particulier en biocontrôle. De plus, ces souches marines sont généralement très résistantes à divers stress environnementaux et possèdent donc un fort potentiel pour une utilisation industrielle. Donc, deux objectifs principaux ont été identifiés dans ce projet. Un premier objectif consiste à développer une stratégie de criblage performante combinant des outils culturaux et moléculaires applicables à ces micro-organismes et également aux molécules d'intérêt qu'ils peuvent produire. Et puis le deuxième objectif vise à valoriser de nouvelles solutions de protection biologique contre des maladies fongiques des plantes à partir donc d'une bioressource originale, des champignons mycoparasites du genre Trichoderma issus du milieu marin et leurs métabolites. Dans ce projet, une cinquantaine de souches de Trichoderma marin représentant 12 espèces et également 11 extraits de métabolites secondaires ont été soumis à divers critères de sélection qui sont présentés ici. Chaque étape permet de conserver les candidats à haut potentiel et d'éliminer les autres. Concernant le criblage des souches, la procédure prend d'abord en compte les caractéristiques culturales, la compatibilité d'usage avec divers produits phytosanitaires, ainsi que le pouvoir mycotoxinogène. Ensuite, le potentiel antagoniste, c'est-à-dire l'antibiose et le parasitisme des souches et des métabolites candidats, a été évalué par confrontation respective de chaque trichoderma ou métabolite à 5 agents phytopathogènes bien connus que vous voyez apparaître ici. Voici un exemple de confrontation entre un trichoderma de notre étude et l'agent phytopathogène Botrytis cinerea. Vous voyez que très rapidement, en quelques jours en fait, le candidat trichoderma recouvre et parasite entièrement ou presque l'agent phytopathogène. Au niveau de la zone de recouvrement, des images obtenues en microscopie, comme ici en haut, montrent très clairement des enroulements adhésifs de trichoderma autour des filaments de Botrytis, ce qui est typique de la phase parasitaire de trichoderma. Sur la partie basse, vous voyez que l'aptitude à parasiter de chaque trichoderma a pu être évaluée à l'aide d'une échelle de notation basée sur la surface de recouvrement de l'agent phytopathogène. En parallèle, différents métabolites secondaires ont été extraits et purifiés à partir de diverses souches de trichoderma marin. Leur impact respectif sur la croissance de chaque agent pathogène a été déterminé à l'aide de microcultures en multiplaques en utilisant la néphélométrie. Outre l'action directe des trichoderma et de leurs métabolites contre les agents phytopathogènes, leur capacité à induire les défenses des plantes a aussi été évaluée à l'aide de puces QPFD. Finalement, certains candidats ont été testés pour leur capacité à réduire soit des symptômes de tavelure sur pommier, soit des symptômes de septoriose sur blé, en traitement préventif ou curatif sur les parties aériennes. Donc au final, ce criblage s'est révélé pertinent pour mettre en évidence des différences majeures entre les souches testées et ensuite sélectionner les plus performantes. Ainsi, selon les critères analysés, 4 souches marines de trichoderma présentent un potentiel cultural et des activités antagonistes supérieurs à 4 autres souches issues de produits commerciaux. Ce résultat valide l'hypothèse de départ qui suggérait que les trichoderma marins et les métabolites associés sont de bons candidats pour une utilisation en phytoprotection. Ce projet a également conduit à un progrès méthodologique pour optimiser les actions de prospection et de tri des produits de biocontrôle,
applicables à diverses ressources biologiques. Suite à ce projet, un dépôt de protection de savoir-faire a été réalisé pour 3 souches de trichoderma marine et 7 extraits de métabolites secondaires. Des actions sont désormais menées pour préciser les risques écotoxicologiques des candidats sélectionnés, pour évaluer les coûts d'homologation correspondants et finalement pour étudier la faisabilité industrielle et économique. Donc en perspective, Nabucco a orienté la définition de certaines questions de recherche que nous développons actuellement. Par exemple, essayer d'identifier et de comprendre les mécanismes qui supportent les activités antagonistes de ces organismes, dans quelles conditions ces mécanismes s'expriment. La finalité reste de proposer un produit de biocontrôle à base de trichoderma le plus optimisé possible. Voilà, pour terminer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet et qui sont citées sur cette dernière diapositive. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation et que vous aurez tout compris. Merci pour votre attention en tout cas. Voilà, donc c'est Camille Profisi qui représente le partenaire industriel du projet qui est là pour répondre à des questions. Alors Camille, tu as une question cadeau. Qu'est-ce que la néphélométrie? Bonjour à tous, Camille Profisi, merci beaucoup Philippe pour cette question. Je remplace Thomas Guillemette qui n'avait pas pu être là aujourd'hui, donc je répondrai du mieux que possible aux questions, sachant que je ne suis pas experte sur les domaines techniques et tout. Mais en tout cas, sur la néphélométrie, c'est une technique qui permet de mesurer la teneur de particules en suspension. Donc, c'est une façon de mesurer la croissance des micro-organismes de façon à haut débit. Voilà, c'est une méthode qui permet d'aller dans des débits plus importants pour mesurer la croissance des micro-organismes. Merci. Alors, une question sur la QPFD. Peut-être tu peux rappeler juste en 2 mots en quoi ça consiste. Et la question porte sur quelle espèce végétale la QPFD a-t-elle été utilisée et quels étaient les gènes de défense induits? C'est une question un petit peu technique. Oui, alors la QPFD est une technologie qui a été développée par l'INRAE, qui est une puce, une micro-puce qui permet sur lequel il y a un certain nombre de gènes de défense connus de différentes espèces végétales. Donc, il y en a une par espèce végétale travaillée, qui est donc une technologie qui a été développée et qui est exploitée et licenciée actuellement auprès de VGPolis, qui était un des partenaires prestataires avec qui on a travaillé. Donc, elle mesure l'activité de défense. L'idée, c'est qu'on fait des extraits des plantes après traitement, des extraits de feuilles, par exemple, et on regarde l'expression des gènes de défense suite à l'application des produits, et donc l'expression de comment la plante a répondu à l'application des produits. Et donc, ça se matérialise par une puce qui est après lue. Voilà, ça paraît très simple comme ça, mais ça demande un certain nombre d'expérimentations et de lectures et de validation avant de valider les résultats. Est-ce que les essais qui ont été faits dans le cas du projet Nabucco ont été faits sur le pommier, la puce QPFD sur les gènes de défense du pommier, mais je sais que par ailleurs, il en existe sur d'autres espèces végétales d'intérêt qui sont disponibles. Par contre, je ne pourrais pas particulièrement préciser les gènes de défense précisés puisque ça fait partie des résultats confidentiels du projet. Merci Camille. Alors, tu as une question qui porte aussi peut-être sur des résultats un peu confidentiels, je ne sais pas. Qu'on donnait les tests sur sur pommier contre la tavelure et sur blé contre la septoriose. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au champ déjà? Alors, je peux donner des éléments, je n'en ai pas allé jusqu'au champ, non. On a fait des tests en conditions contrôlées. Donc, la portée du projet était déjà d'arriver à ce que Thomas a décrit, c'est d'ailleurs d'avoir des preuves de concept sur différents modèles et aussi
sur différents types de candidats, hein, que ce soit donc les micro-organismes et leurs métabolites. Et donc, on n'est pas allé jusqu'au champ et les résultats sont encourageants. Super. Alors, je vois que Mathilde Briard a répondu un petit peu à la question sur les espèces là, de QFD. Donc, ah oui, c'est vrai que je ne les ai pas tous donnés. Voilà. J'invite tout le monde à regarder ces réponses-là. Alors, tu as une question sur le développement d'un produit éventuel à base d'une souche de trichoderma ou bien plutôt à base de métabolites. Est-ce que vous en êtes déjà à ce niveau de questionnement? Oui, on est déjà à ce type de questionnement, mais ça fait partie de la stratégie aussi un peu confidentielle. Je pense que Marc, qui est l'initiateur de cette question, le comprendra tout à fait, que je ne répondrai pas aussi clairement qu'il l'attend, je pense. Oui, ok. Et l'association de plusieurs souches ou espèces, c'est un peu dans l'air du temps dans la communauté biologique contre les agents pathogènes. Est-ce que c'est des choses qui… Alors, ce n'était pas prévu, il me semble, dans le projet, mais est-ce que c'est… Oui. Ce n'est pas prévu dans le projet. Excuse-moi, Philippe, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça fait partie des perspectives envisageables? Oui, ça peut être des perspectives tout à fait envisageables. Après, ça reste toujours assez complexe à mener, tant sur l'association des micro-organismes et donc d'arriver à les apporter au champ dans une intégrité qui soit suffisante pour qu'ils puissent faire le travail qu'on attendrait d'eux. Et l'intégrité est dans une forme adaptée pour faire effectuer le travail. Et puis après, il y a d'autres contraintes qui, si ce n'est techniques, si je parle plus de réglementaires, qui sont plus compliquées aussi à apporter ce genre de type de mélange. Merci. Alors, est-ce que je peux poser une dernière, Sybille? Ah, pardon. On est Sybille qui est la gardienne du temps. On a 7 minutes de retard. Donc, bon, du coup, désolé, il y a plein de questions très intéressantes qui sont restées dans la boîte. Si tu veux, Camille, si tu peux y répondre. Tout à fait. Par écrit. Hein? Oui, merci beaucoup. Et merci encore pour ce projet. On va passer à la vidéo suivante. Réponse à l'appel à projet PSPE2 2014 du programme EcoPhyto, Attract My Fly avait pour objet le développement d'attractifs et l'autodissémination de champignons entomopathogènes pour lutter contre la mouche du melon. C'est une collaboration CIRAD Réunion, Armeflore, l'Institut technique horticole réunionnais, Arista Life Science, aujourd'hui UPL via ses entités Bethel Réunion et NPP, et enfin AB7 Innovation. Les mouches des fruits, ce sont plus de 4000 espèces parmi lesquelles certaines sont des ravageurs majeurs des cultures fruitières et maraîchères. En plus des coûts économiques considérables liés à leurs dégâts et à leur contrôle, elles limitent les échanges internationaux des fruits de ces cultures. 29 espèces sont sur les listes de quarantaine de l'EOPP. Sur l'île de la Réunion, 9 espèces sont considérées comme ravageurs des cultures. 3 s'attaquent particulièrement aux cucurbitacées, et la plus dommageable pour les cultures est Zeuglodacus cucurbitae, la mouche du melon. Les femelles pondent dans les fruits où se développent les larves, ce qui peut entraîner une perte totale de récolte. La lutte, aujourd'hui, elle est essentiellement chimique. Les parasitoïdes ont été introduits il y a plusieurs années, mais les taux de parasitisme sont trop faibles. Une stratégie de lutte intégrée a été développée dans le cadre du projet Gamour, et cette stratégie est très contraignante et n'est pas mise en œuvre en culture de rente. Aujourd'hui, il n'existe pas de piégeage de masse optimal pour cette espèce. Il existe un attractif puissant et spécifique, le culure, mais il n'attire que les mâles et n'est autorisé qu'en surveillance, et on ne connaît pas d'attractif des femelles qui, elles, sont responsables des dégâts. Une amélioration stratégique serait de cibler ces femelles. D'une part, depuis plusieurs années, Arista formule et commercialise des souches de champignons entomopathogènes du genre Beauveria, une souche de Beauveria oplokeli et 2 souches de Beauveria bassiana. Arista recherchait de nouvelles cibles, de nouveaux usages pour ces souches, et l'on sait que certains Beauveria peuvent être pathogènes des mouches des fruits. D'autre part, de son côté, le CIRAD avait réalisé des travaux d'écologie chimique qui avaient permis d'identifier à partir d'odeurs de fruits, donc des chiromones, 2 composés qui, au laboratoire, attirent les femelles de la mouche du melon autant que les fruits qui leur est le plus attractif, le concombre. Pour cibler spécifiquement les femelles de la mouche du melon, le projet Attract My Fly avait 2 objectifs distincts.
Le premier est d'élaborer et évaluer une technique d'autodissémination des spores d'une souche de Beauveria commerciale via les mâles attirés par le culure, l'attractif spécifique des mâles. Le deuxième objectif était de mettre au point et d'évaluer en plein champ un polymère attractif diffuseur des 2 chiromones qui avaient été identifiés au laboratoire et qui permettrait de piégeage de masse des femelles. Le principe de la première stratégie est d'attirer les mâles à l'aide du culure dans un dispositif contenant les spores du champignon. Ils s'y contaminent et qu'ils en ressortent pour aller contaminer les femelles lors de l'accouplement. L'intérêt de la stratégie est qu'elle nécessite peu d'inoculum et qu'elle est censée être très spécifique puisque le culure attire spécifiquement les mâles et de permettre la dissémination précise des spores puisque réalisée par l'insecte cible. Les objectifs étaient d'évaluer la pathogénicité des souches commerciales de Beauveria sur les adultes et de sélectionner la plus pathogène, de mettre au point un dispositif d'attraction-contamination et de vérifier qu'il y a bien transmission horizontale des spores lors de l'accouplement puisque la stratégie repose sur cette hypothèse. Au cours du projet, nous avons démontré que les 3 souches commerciales de Beauveria étaient pathogènes des adultes. Nous avons retenu la souche I2961. Pour évaluer la transmission horizontale lors de l'accouplement, nous avons utilisé le dispositif suivant. Les mâles sont mis en contact avec le produit commercial, puis sont isolés pendant 1 heure ou 24 heures, ce temps simulant le temps entre la contamination du mâle et sa rencontre avec une femelle. Puis, un mâle et une femelle sont regroupés dans une enceinte d'accouplement pendant 18 heures. Il faut savoir que pour cette espèce, les accouplements peuvent durer plus de 10 heures. Les couples sont filmés pour savoir s'il y a eu accouplement. À l'issue de cette période, les couples sont séparés, le mâle et la femelle sont isolés dans des dispositifs de suivi individuel pour éviter les contaminations croisées entre individus. Et leur mortalité est suivie pendant 30 jours. Par ailleurs, une femelle saine est réintroduite dans l'enceinte d'accouplement pendant 24 heures. Le suivi de leur mortalité permet d'évaluer la contamination d'enceinte d'accouplement. Ce graphique représente la probabilité de survie des femelles en fonction du temps exprimé en jours après leur accouplement, et ceci lorsque les mâles ont été isolés pendant 1 heure après leur contamination. En vert, ce sont les femelles témoins. En rouge, les femelles accouplées. En violet, les femelles non accouplées. Enfin, en bleu, les femelles saines placées a posteriori dans l'enceinte d'accouplement. On observe ainsi une réduction très significative du taux de survie des femelles qui se sont accouplées avec les mâles contaminés, une réduction significative de la survie des femelles qui ne se sont pas accouplées, mais aussi une réduction de la survie des femelles qui ont été placées a posteriori dans l'enceinte d'accouplement. Pour 1 heure d'isolement des mâles après leur contamination, on observe donc qu'il y a une transmission efficace des spores des mâles vers les femelles lors de l'accouplement. On constate aussi qu'un simple contact interindividu induit un transfert de spores et qu'il y a une contamination de l'enceinte d'accouplement par les mâles. Si maintenant on analyse le même graphique, mais pour des mâles qui ont été isolés pendant 24 heures après leur contamination, nous n'observons plus de différence significative des taux de survie des femelles comparés aux femelles témoins, et ceci quelles que soient les modalités. Ceci signifie qu'il n'y a donc plus de transmission des spores lors de l'accouplement. Pour comprendre cette absence de transmission 24 heures après la contamination des mâles, nous avons cherché à estimer le nombre de spores disponibles à la transmission sur le mâle en fonction du temps. Pour cela, nous avons contaminé des mâles, nous en avons prélevé à différents temps après leur contamination, nous les avons placés dans un tube contenant du tampon, vortexé ces tubes pour mettre les spores en suspension, puis étaler cette suspension sur boîte de pétri pour estimer le nombre de colonies. Ce graphique représente le nombre de spores qui ont été récupérés sur les mâles en fonction du temps suivant leur contamination. On constate en effet une diminution très rapide du nombre de spores qui seraient disponibles pour la contamination des femelles lors d'un accouplement. D'une part, cette diminution peut être due à la toilette ou au grooming du mâle, qui se débarrasserait des spores et expliquerait en partie aussi la contamination de l'enceinte d'accouplement, et d'autre part, à la germination des spores sur la cuticule qui les immobiliserait. En conclusion, jusqu'à 1 heure après la contamination des mâles, il y a bien transmission de spores lors de l'accouplement, ce qui réduit très fortement la longévité des femelles. Mais cette transmission diminue très rapidement au cours du temps pour être inexistante 24 heures après la contamination des mâles. Concernant les perspectives de cette première stratégie, nous avons vu d'une part, la période pendant laquelle le mâle est infectieux est très réduite, ce qui limite la possibilité d'accouplement avec transmission au champ, et donc limite fortement la possibilité que cette stratégie ait un impact sur les populations de mouches des fouilles au champ. D'autre part, on observe aussi une dissémination des spores dans l'environnement, ce qui rend cette stratégie moins spécifique et moins précise qu'attendue, et limite son intérêt. Aujourd'hui, nous doutons que cette stratégie puisse être efficace au champ. En tout état de cause, elle nécessite d'autres travaux de recherche. Une partie des résultats portant sur cette première stratégie a fait l'objet d'une présentation au congrès de la Society of Invertebrate Pathology ainsi que d'une publication dans la revue PLOS ONE. Une autre sera soumise prochainement sur les aspects de transmission. Elle a aussi fait l'objet de présentations dans le cadre des RITA et de publications dans la revue Fertile
à destination des agriculteurs. Elle a participé à la formation d'un doctorant et de 5 masters. Je vais maintenant vous parler de la seconde stratégie. Celle-ci a pour objectif d'attirer spécifiquement les femelles de la mouche du melon à l'aide de phéromones, l'enjeu étant de les piéger. Les objectifs dans le cadre du projet Attract My Fly étaient de mettre au point un polymère diffuseur des phéromones C1 et C2 qui avait été caractérisé au laboratoire, de choisir un dispositif de piégeage, d'évaluer le polymère attractif par des lâchers-recaptures en conditions semi-contrôlées et d'évaluer ce polymère attractif au champ. ABCT Innovation, qui maîtrise la technologie, a réussi à incorporer les deux phéromones C1 et C2 à différentes doses dans un polymère diffuseur. Nous avons démontré d'une part qu'au laboratoire, ces polymères incorporant C1 et C2 attiraient les femelles autant que le fruit le plus attractif, le concombre. D'autre part, en grande cage, dans les tests de lâcher-recapture, à l'aide de pièges Tefritrap à eau, ces polymères permettaient une recapture très significative des femelles. Nous sommes alors passés au stade d'évaluation au champ en collaboration avec l'Arméflore. Les polymères incorporant les phéromones C1 et C2 aux différentes doses ont été évalués dans des essais répétés mobilisant 24 parcelles réparties dans les zones de production des cucurbitacées réunionnaises. Les piégeages ont été suivis sur des durées de 14 à 118 jours. Ce graphique représente le nombre de captures journalières. Pour cet exemple, il s'agit d'un polymère qui intègre 56 mg de matière active des phéromones C1 et C2. Ce résultat illustre que le polymère intégrant les deux phéromones attire très significativement les femelles de la mouche du melon. On observe également une attraction très significative des mâles de la mouche du melon, mais aussi de la mouche des cucurbitacées de l'océan Indien, Lacus demeresi. Il s'agit d'une des 3 mouches des fruits ravageurs des cucurbitacées à La Réunion. Nous avons donc démontré qu'un polymère intégrant les phéromones C1 et C2 était efficace et utilisable au champ. Nous avons communiqué l'ensemble de ces résultats à nos partenaires et aux agriculteurs, notamment dans le cadre d'Heritat. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un partenaire industriel avec qui nous finaliserions le développement d'un piège. Il faudra un dispositif de piégeage plus facile d'usage et moins cher que celui que nous utilisons actuellement au champ. Et il s'agira de finaliser l'évaluation de ce nouveau dispositif sur le terrain. Nous recherchons donc un partenaire qui maîtrise toute la chaîne, de la formulation à la production des polymères, capable de produire et commercialiser le dispositif de piégeage et de financer et déposer un dossier d'homologation. Un frein majeur demeure, c'est la taille réduite du marché réunionnais. Mais le marché africain peut représenter de réelles perspectives. Le projet Attract My Fly aura contribué aux enjeux d'éco-phyto, notamment en permettant d'envisager l'extension des usages de souches de Bavaria commerciales et en permettant d'élargir la gamme des stratégies de biocontrôle utilisables contre la mouche du melon à La Réunion comme dans les régions tropicales touchées. Voilà, donc c'est Samuel Nibouche qui est là pour répondre à des questions sur Attract My Fly. Mais du coup, on a envie de vous souhaiter bonne chance pour trouver un partenaire industriel pour le développement de votre deuxième stratégie. Moi, j'avais une question. Je vais peut-être d'abord suggérer aux personnes qui écoutent d'en poser, mais j'ai une question pour toi, Samuel. La première stratégie avec Boveria, sur le papier, c'était un concept fantastique, quoi. Et du coup, je me demandais si vous arrêtez là complètement ou si il y aurait éventuellement des étapes qui vous permettraient de repartir sur ce type de concept-là. Et peut-être plus concrètement, quelle durée de rétention des spores de Boveria aurait été optimale pour que vous soyez content et que vous passiez à l'étape suivante? Merci pour la question. Alors, disons qu'on a été extrêmement déçus par les résultats parce qu'effectivement, dans la littérature, ce genre de stratégie était présenté comme quelque chose de très efficace et de potentiellement très intéressant. Et on s'est rendu compte, c'est ce qui a été présenté dans la présentation, que plus des 2/3 ou les 3/4 de l'efficacité de la stratégie était en fait un biais expérimental qui était lié à la contamination des enceintes dans lesquelles les bestioles s'accouplaient. Et c'était ça qui provoquait en fait 3/4 de la mortalité des femelles. Donc déjà, premier problème. Et deuxième problème, c'est que les champignons entomopathogènes, en fait, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour se coller directement sur la cuticule et pour germer le plus vite possible, pour contaminer l'insecte et pour le tuer.
Sur des mouches qui ont une durée de vie de plusieurs semaines, alors ça dépend de la température, mais bon, disons 4 à 5 semaines pour Zeugodactylus cucurbitae, une fenêtre de tir de même pas 12 heures de contamination est vraiment négligeable. Donc, difficile de dire ce qu'il aurait fallu qu'on attende, parce que je pense que là, il aurait fallu passer par des études de type de modélisation pour arriver à essayer d'estimer l'impact réel, parce qu'en niveau réel, ça paraît difficile. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, ça ne sert absolument à rien. Alors, une des stratégies pourrait être d'essayer d'empêcher les spores de germer, tout en permettant qu'elles se fixent sur les insectes, donc avoir une stratégie de formulation, d'encapsulation, quelque chose comme ça, qui puisse permettre de résoudre ce problème. Mais bon, donc là, ça nécessite effectivement des travaux complémentaires. Et là, on n'a pas vraiment ni l'expertise, ni le partenariat pour avancer dans cette direction-là, pour l'instant. Oui, il y a une question qui est un peu reliée à ça. Est-ce que du coup, ce serait envisageable de partir sur une stratégie attract and kill avec du Beauveria? Disons que oui, mais là, ce qu'on voulait quand même au travers de ça, c'était limiter la diffusion du Beauveria dans l'environnement. Parce qu'en fait, on se rend compte que ces champignons entomopathogènes qui ont été considérés, et ça se dit encore, comme extrêmement spécifiques, en réalité ne le sont pas du tout. Ils ont une gamme d'hôtes extrêmement large. Ils sont capables d'attaquer tous les ordres d'insectes, les Beauveria bassiana, ceux qu'on a expérimentés là. Le seul insecte qu'on n'a pas réussi à contaminer avec, c'est le hanneton de la canne à sucre, sur les bassianas. Donc, les diffuser, les disperser dans l'environnement sans aucun contrôle, ça paraît pas être une bonne stratégie. Donc, dans de l'attract on contaminate, pourquoi pas, mais je veux dire, la valeur ajoutée du Beauveria là-dedans, elle est nulle par rapport à un insecticide du type indoxacarbe ou quelque chose comme ça qui est déjà utilisé dans ce genre de stratégie. D'accord. Et du coup, j'affiche une question sur le piégeage massif, question sur l'efficacité. Est-ce que c'est vraiment efficace avec des phéromones? Difficile à dire. Disons que ça s'utilise sur certaines cultures. Donc à La Réunion, par exemple, contre Ceratitis capitata sur le manguier, c'est quelque chose qui se fait. Avec Bactrocera dorsalis, la bouche asiatique aussi, en utilisant des attractifs qui sont extrêmement puissants et qui fonctionnent sur les mâles. La difficulté, là, elle est expérimentale, c'est-à-dire comparer des parcelles traitées, non traitées, sur des cultures type cucurbitacées qui sont à haute valeur ajoutée, ça pose déjà un gros problème avec les agriculteurs pour pouvoir mettre ce genre de choses en place. Il faudra qu'on passe par là quand on aura notre modèle de piège opérationnel, mais c'est quand même pas simple. Et le pire, c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il y a des mouches. C'est un peu ça la difficulté, c'est ça dont on s'est rendu compte, c'est que des fois on met des pièges. Alors, on avait des pièges oculures quand même pour vérifier qu'on avait des populations de mâles, mais on ne connaît pas les populations de femelles, on n'a aucune idée de la présence ou pas des femelles dans l'environnement. Du coup, quand on piège rien, on ne sait pas si c'est le piège qui ne fonctionne pas ou si c'est parce qu'il n'y a pas de mouche. Voilà. Oui. Donc, c'est pas simple. Et du coup, alors peut-être à nouveau en lien avec cette méthode qui viserait le mâle, est-ce que une technique mâle stérile, c'est envisageable avec cette mouche-là? Alors là, actuellement, on est en train de travailler sur du mâle stérile, mais contre la mouche orientale, contre Bactrocera dorsalis, qui est rentré à La Réunion récemment, qui est un ravageur extrêmement dangereux, qui menace, qui a fait plusieurs incursions dans le sud de la France déjà, qui n'est pas établi. Et donc là, on a effectivement une stratégie mâle stérile qui est en train d'être expérimentée, mais c'est ciblé sur ce ravageur-là, qui en termes économiques est beaucoup plus important que la mouche de melon. Parfait. Mais du coup, je vois qu'il y a des commentaires. Il y a peut-être une question que je t'inviterai, Samuel, à répondre. C'est la toute dernière là, qui a été posée. Tu as 2 suggestions d'entreprises qui pourraient être des partenaires éventuels. Donc, merci aux personnes qui ont proposé ça.
Et du coup, Sybille, on va peut-être passer maintenant à l'intervention de Bruno. Merci beaucoup, Samuel. Merci à vous. Ok, vous m'entendez là? Est-ce que Oui, vous c'est m'entendez? bon. C'est bon, Bruno, c'est bon. Ok, vous avez le plein écran? Non, on va... Non, pas encore. Il faudra aller dans affichage et mode lecture. Ouais, je l'ai là. On va mettre... Parfait. Ok, bonjour à tous. C'est bon là, vous l'avez là l'écran? Oui, tout à fait. Merci. Ok, donc à la différence des autres intervenants, moi je ne vais pas vous présenter une restitution de projet, mais je vais vous présenter un projet qui a été accepté dans le cadre d'un appel à projet de l'ANR pour maturation éco-phyto. Donc c'est un projet qui va démarrer en 2022 sur un projet qui va avoir lieu sur 3 ans, qui est financé à hauteur de 450 000 € par l'ANR. Donc le but de ce projet est de développer un nouveau concept en protection des plantes appliqué à la tavelure du pommier. Donc, au laboratoire, effectivement, on travaille sur la Venturine equalis, qui est l'agent de la tavelure du pommier. Il faut savoir que la tavelure donc, attaque le pommier, mais également le Pyracantha. Et donc, ce sont deux populations qui sont bien différenciées. On appelle ça des formes spéciales chez les mycologistes. Donc, c'est une population qui attaque le pommier, mais qui n'attaque pas le Pyracantha. Et inversement, une population qui attaque le Pyracantha, mais qui n'attaque pas le pommier. Et en fait, les producteurs, pour se débarrasser de cette maladie, ils ont beaucoup de mal d'ailleurs. Donc, ils font appel à un apport massif de fongicides. On peut aller jusqu'à 25 traitements par an. Et donc, ça constitue évidemment un enjeu sociétal et environnemental très fort. Et donc, on a vu qu'il y a beaucoup de projets alternatifs à l'utilisation des pesticides. Et donc, on propose un nouveau concept donc, qui est basé sur 2 inventions qui ont été brevetées par INRAE. Donc, ce projet s'appelle Enfin. Donc, l'invention numéro 1 repose sur le fait que, comme vous expliquais tout à l'heure, en fait, on a été capable on a 2 populations qui sont bien divergentes, ce qu'on appelle les formes spéciales. Donc, on a montré que si on croise au laboratoire des souches de forme spéciale POMI avec des souches de forme spéciale Pyracantha, les hybrides que nous obtenons, on a montré qu'ils étaient incapables d'attaquer le pommier. D'où l'idée qu'on a eue de se dire, mais on va exploiter donc, ces hybrides pour leur incapacité à infecter le pommier. Alors, quel est l'objectif? En fait, l'objectif, c'est de rompre le cycle biologique du champignon, sachant que c'est un champignon qui passe par la phase sexuée obligatoirement chaque année. Donc, on va favoriser le croisement entre souches pommi et les souches pires pour produire donc des hybrides non pathogènes sur pommier. Alors, comment on va s'y prendre? L'idée, c'est d'introduire de manière répétée des souches pires, des dauphines sexuelles, à l'automne, au moment où le champignon Venturine equalis rentre en reproduction sexuée, et ça par des pulvérisations de souches pires sur les pommiers en verger. Et donc, l'effet attendu, c'est une réduction de l'inoculum primaire ou printemps, qui devrait conduire à l'effondrement de la taille des populations. Donc ça, il s'agit de l'innovation, de l'invention numéro 1. Alors, l'invention numéro 2 repose sur le fait qu'on a observé qu'il y avait un effet protecteur des souches pires vis-à-vis de la tavelure. En fait, on pourrait parler d'effet priming, où donc on serait peut-être en présence d'un effet priming des souches pires appliquées 24 heures avant les souches POMI. Donc, ces 2 inventions ont été en partie financées par des financements de prématuration INRAE et par un financement également du département SPE de l'INRA. Donc, notre stratégie pour le projet Enfin, c'est de combiner les 2 inventions.
l'invention 1 et l'invention 2. Donc, dans un premier temps, donc, il s'agirait de pulvériser donc, les souches pires à l'automne. Et donc là, on aurait donc une confusion, une perturbation dans la reproduction sexuée du champignon, ce qu'on a appelé le sexual hijacking, donc un détournement de la reproduction sexuée du champignon, et serait complété par des applications à nouveau de souches pires, et cette fois-ci au printemps, lors du démarrage des épidémies de tavelure, par l'application de souches pires. Donc, en fait, au lieu de traiter avec des fongicides, le producteur aura la possibilité donc, de traiter avec des souches pires. Mais bien sûr, donc, la preuve de concept n'a pas été faite. Hein. On a observé des choses au laboratoire. Et maintenant, il s'agit d'améliorer la situation et surtout d'être capable de voir ce qui se passe en verger. Et donc, dans le cadre du projet Enfin, on va développer donc, des expérimentations sur 4 sites en France. Donc, ça, c'est vraiment faire la preuve de concept au champ, en conditions réelles. Et le deuxième point également sur lequel on a pas mal insisté dans le cadre de ce projet, c'est donc d'évaluer la durabilité du système. Donc avant même de montrer, de faire la preuve de concept, on va anticiper sur le fait de savoir si cette stratégie sera durable ou pas. Donc ici, je vous ai remis les différents work packages du projet, donc avec les différents animateurs de ces work packages. Et donc, ce que je voudrais attirer votre attention, c'est donc le work package numéro 4 sur la durabilité système. On va regarder ça à 2 niveaux, en fait, sur le plan biologique ou plan environnemental, si vous voulez, voir si le fait de croiser des souches pires avec des souches POMI, pour l'instant, au laboratoire, on n'a pas vu d'hybride pathogène, mais on doit absolument regarder si on n'a pas des risques d'émergence d'hybrides qui seraient pathogènes. Et on doit également s'assurer d'être capable de suivre le devenir de ces populations en verger. Et le second point, c'est qu'on anticipe, en fait, on essaie de voir si cette nouvelle itinéraire technique sera acceptée par la profession, et voire même la société. Et donc là, on a des économistes qui vont prendre les choses en main, qui animent ce WP4. On a donc des économistes de l'INRA, l'INRAE et du CTIFL qui vont travailler donc sur l'impact socio-économique des changements de pratiques que l'on propose dans le cadre de ce projet Enfin. Donc, ils vont porter sur quels moyens ils vont utiliser. En fait, ils vont faire des enquêtes sur toute la filière pomme, en fait, que ce soit en partant du producteur pour les choux jusqu'au consommateur, mais également en prenant en compte les riverains. Enfin, c'est ce qui est prévu en tous les cas, les riverains, et puis tous les professionnels, des coopératives, des techniciens de champs d'agriculture ou d'ingénieurs qui seront impliqués, qui sont directement concernés par le problème. Et donc, les livrables attendus, en fait, il s'agit d'identifier si oui ou non il y a des freins à l'appropriation et au développement de cette stratégie, sachant que, à la différence peut-être des exposés précédents, ici on a affaire à un champignon qui est connu pour sa pathogénicité sur le Pyracantha. D'accord ? Donc il y a effectivement peut-être des freins qui seront à identifier, peut-être à identifier auprès de la filière, donc à la fois au niveau toute la filière, donc je livre bien de l'arbo jusqu'au consommateur et en passant par le riverain. Et s'il y a vraiment des freins, quelles sont les recommandations qu'on pourrait faire en termes d'action de formation auprès de la filière et également de sensibilisation. Donc voilà, je voulais insister sur cet aspect impact socio-économique de notre stratégie, dans la mesure où c'est le point sur lequel on m'a dit d'insister un peu en tant que témoin, mais vous serez un peu frustré parce que dans la mesure où on n'a absolument aucun résultat pour l'instant, donc il s'agit seulement d'un projet. Voilà, et donc je vais vous remercier les différents partenaires. Bien sûr, il y a l'IRHS. Alors, est impliqué également, il y a l'IFPC, c'est l'Institut français des produits sidéricoles, qui va mettre en place des vergers d'expérimentation. Le CTIFL, qui mettra également en place deux vergers d'expérimentation. Et également, il y aura un économiste du CTIFL qui va travailler sur l'acceptation. Et il y a l'UE l'unité expérimentale horticole à Angers également qui est impliquée, ainsi que l'UMR s'adapte de Grignon, enfin de rue Claude Bernard à Paris, qui va s'impliquer là-dedans à travers des études d'enquête.
Et puis, il y a les sociétés de formulation, Lamberty et Capsera, puisque ces souches pires, il faudra bien les formuler. Et avant de les formuler, il faut les produire à l'échelle industrielle. Donc, on a également un prestataire qui est Metaspora, qui d'ailleurs dépend du groupe Agroxine. Et donc, voilà, c'est un sujet qui est financé par l'ANR. Et donc, j'espère que d'ici 3 ans, on aura des résultats à vous présenter. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Bruno. Alors, peut-être une ou deux questions pour toi et puis une question plus générale pour l'ensemble des panélistes. Puis après, on va être obligé de rendre l'antenne. Alors, est-ce que l'hybride se développe sur Pyracantha? Alors, l'hybride, on a quelques individus hybrides qui sont pathogènes sur Pyracantha, effectivement, oui. Mais avec un degré toujours moindre que la souche parentale, que la souche issue de Pyracantha. Donc, les hybrides ne sont pas pathogènes sur le pommier, mais quelques hybrides sont pathogènes sur le Pyracantha, avec une agressivité moindre que la souche parentale. Et du coup, parmi les freins éventuels qui seront, j'imagine, examinés, vous regarderez aussi le risque potentiel que l'agent pathogène étende son champ. Absolument, oui. Ouais. On va tester une gamme d'hôtes au sein des malloïdés pour voir effectivement si on n'a pas un risque effectivement d'avoir une gamme d'hôtes élargie chez ces hybrides. C'est partie des risques biologiques qu'on doit prendre en compte. Oui. Et alors une question sur la tavelure du poirier. Est-ce que le même concept, la même stratégie, tu t'imagines que ça serait envisageable aussi contre la tavelure du poirier? Alors, la confusion, le détournement sexuel, pas vraiment, parce qu'en fait, il faut vraiment que les souches soient capables de se croiser. Donc, il faut que les appartiennent à la même espèce. Donc, ici, vous nous expliquez, c'est une forme spéciale qui attaque le Pyracantha et le pommier, c'est la même espèce. Pyrina, c'est une autre espèce, c'est Venturia pyrina. Et au sein de Venturia pyrina, je n'ai pas connaissance de forme spéciale comme ça au sein de Pyrina où on pourrait avoir la même stratégie. D'accord. Ok. Du coup, pour le poirier, il faudra trouver autre chose alors. Et encore, oui. Une fois on va d'abord investir sur le pommier, faire la preuve de concept, voir si ça marche ou pas. Et après, on pourra effectivement voir sur le poirier ou sur. Ça peut s'élargir après à d'autres pathosystèmes où il faut des formes spéciales, quoi. Oui. En tout cas, c'est vraiment bien que vous ayez déjà intégré au niveau de la conception du projet la partie impact et les freins, les opportunités, etc. Et du coup, c'est peut-être une question pour l'ensemble des panélistes sur les projets qui sont achevés. Est-ce que vous rencontrez, est-ce qu'il y a des freins que vous avez identifiés ou que vous rencontrez déjà pour que le terrain puisse se saisir des résultats de vos travaux? Ou bien même j'utilise le mot frein, ça peut être aussi du positif, des opportunités. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Parce qu'à travers ces études-là d'économistes, ça peut également permettre d'identifier effectivement des moyens pour sensibiliser la filière, pour que la filière s'approprie la stratégie et donc soit plutôt vecteur et de manière positive, quoi. Parmi les orateurs précédents, mais je vois Marie qui grille dans Le frein, c'est un peu le changement de paradigme, vraiment de changer les façons de voir et de penser avec ces stratégies de biocontrôle qui sont diverses et qui sont complexes, dont les résultats ne sont pas aussi certains que ceux de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, mais ça se fait, il y a vraiment une très forte demande et une demande d'accompagnement justement dans cette transition. Voilà. Donc, merci. Les freins, il y en a, oui. Merci Marie. Un mot rapide éventuellement, d'autres orateurs?
Oui, je peux peut-être parler, Camille, physique d'agroxine, juste pour compléter, peut-être sur le changement, c'est aussi arriver à travailler, je dirais, dans les freins, c'est travailler main dans la main entre académique et privé et avoir le même pas de travail et donc dans la valorisation, d'arriver à avancer ensemble. Je pense que c'est aussi là où des fois il peut y avoir aussi des freins de comment on s'entend et on avance pour un même but, un même objectif commun. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Ce sera peut-être le mot de la fin. Je vois qu'il est 15h01. Merci beaucoup à tous les 5. L'énorme qualité des vidéos, je pense, sera appréciée par tout le monde. Vous pourrez les revoir donc sur la chaîne YouTube. Sybille, peut-être tu veux montrer la dernière diapo. Je vais annoncer le webinaire suivant. Vous voyez bien mon écran, oui. Alors, du coup, c'était pour vous dire voilà, que tout ce que vous avez vu sur les vidéos là, qui ont été présentées, elles seront publiées sur la chaîne YouTube. Donc, on vous a remis dans le chat le lien vers cette chaîne. Et vous avez également des brochures pour chaque webinaire avec les fiches des projets qui ont été présentés. Donc, vous pouvez retrouver ces brochures sur la page Ecophytopic dédiée. Et puis pour la suite, vous pouvez aussi consulter le programme de la suite du colloque sur le site du colloque dont vous avez l'adresse ici. Donc merci encore aux participants pour cette session. Et puis nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine, donc le 21 octobre. Pour parler d'intégration et optimisation du biocontrôle. On ne voit pas la diapo, Sybille. Donc, au cours de cette session, seront présentées différentes solutions de biocontrôle. Et nous verrons comment optimiser leur efficacité en les évaluant ou en les associant à d'autres stratégies de protection intégrées dans une logique de combinaison de leviers. Nous ouvrirons les échanges sur les perspectives de recherche pour tendre encore plus vers cette optimisation au travers d'outils d'aide à la décision notamment. Et donc nous aurons comme invités témoins Anthony Ginès, chargé d'expérimentation à la PREL, et Thomas Pressec, doctorant-chercheur à INRAE, porteur de la thèse « Développer des outils d'aide à la décision pour optimiser l'usage du biocontrôle ». Donc, merci à tous et puis à la semaine prochaine. Au revoir.